Zola Dreyfusard et la presse. G. Jubin, La Matière, le jour 27 novembre 1897. Dans cette ardeur à faire du dilettantisme sur la vie cristalline du vice-président du Sénat et à prendre position dans une grave cause non jugée, on retrouve un étrange besoin, naturel à cet écrivain, de prêter la main à toute besogne destructive, de saper tour à tour les sentiments les plus nobles, de démolir les foi les plus anciennes et les plus vénérables, au nom d'un vague principe de science, douteux et passager comme la science elle-même, et que les savants même ne comprennent pas. Cette façon de sonner à tout propos l'hallali des belles choses, vertu, croyance, patriotisme et malfaisante. Le talent de M. Zola ne devrait pas, pour le plaisir d'avoir rencontré une matière actuelle, lui permettre de se poser, surtout ailleurs que dans ses livres, comme le chantre joyeux des pourritures sociales et le dilettante des débâcles nationales. Henri Rochefort, une nouvelle recrue, l'intransigeant, 27 novembre 1897. Tout en restant romancier, M. Émile Zola se fait annoncier. Il vient en effet dans le Figaro d'ajouter à une page d'amour une page d'annonce. On sait que les actionnaires du syndicat Dreyfus ne se contentent pas d'intriguer, de dénoncer et de mentir. Ils raccrochent M. Zola ayant commis l'impudence de passer sous leur fenêtre. Ils lui ont fait signe de monter et l'embauchage s'est effectué sans résistance. Félicien Champsor, Dreyfus et Zola, l'événement 2 décembre 1897. Monsieur Zola, aux proches origines italiennes, plaisante une nation où il a pris rang de maître écrivain, mais sans les racines profondes de la race. À son tour, Monsieur Zola entre dans la bataille sans apporter de preuves jusqu'ici, clame son affirmation d'honnête homme, et dans ce journal même, un de ses disciples, dont il faut estimer la franchise et la valeur, M. Paul Brula, racontant une conversation avec M. Zola, a écrit « Rien n'était émouvant comme la parole forte et grave de ce grand honnête homme. » M. Zola est regardé déjà comme un puissant écrivain dont l'Académie ne veut pas. Voici M. Zola avec une spécialité nouvelle, proclamé dorénavant grand honnête homme, grand et honnête, les deux épithètes volontiers. Mais enfin, beaucoup pensent autrement que M. Zola sur Dreyfus, entre autres M. François Copé, qui est aussi un honnête homme. Avant-hier encore, M. Alphonse Daudet, un maître écrivain autant que M. Zola, en présence de plusieurs personnes dont j'étais, déclarait tenir pour coupable celui que M. Zola affirme innocent. Alphonse Daudet, pourtant, est un honnête homme, lui encore. Et les 7 officiers membres du Conseil de guerre, qui ont condamné Dreyfus, aussi sont de braves gens. De quel droit, si vous n'avez pas les mains pleines, Zola, de preuves indéniables, flagrantes, indiscutables, suspecter ses soldats et ses juges? Et si vous avez ces preuves, pourquoi plonger ainsi une agitation néfaste à un pays, créatrice de doutes, de soupçons, humiliante pour un peuple devant l'étranger? Traitez-vous une aussi grave question comme un roman publié en feuilleton dans un journal et dont chaque jour augmente graduellement l'intérêt? Est-ce d'un honnête homme, monsieur Zola, ou d'un habile homme? Est-ce d'honnêtes gens, Figaro, ses atermoiements? S'il y a des preuves, le devoir est de les donner toutes, tout de suite. L'intérêt d'une patrie passe avant celui d'un journal et de sa vente, ou le battage autour d'un nom et de livres énormes, même de talent. Paul Dollfus, Courrier de Paris, l'événement 3 décembre 1897. Monsieur Zola annonce qu'il va prendre la plume. Puisqu'il a déjà publié 2 articles sur l'affaire, il faut supposer qu'il les a écrits avec son doigt, comme certains gens mal éduqués font des virgules. Pendant ce temps, à quoi servaient ces plumes? À lui garnir le croupion, sans doute. Maurice Barrès, L'Éducation nouvelle, Le Journal, 4 décembre 1897. Comme signe de cette éducation nouvelle, je découpe sans prendre parti, en historien social qui veut renseigner ses lecteurs, telle virulente interprétation d'un des écrivains les mieux doués pour la spéculation philosophique et les plus autorisés parmi les hommes de 30 ans. Il s'écrie « Oh, nous vous connaissons,
Vous, Gabriel Monod, vous trahissez hypocritement les intérêts intellectuels du pays et les jeunes esprits que l'on a eu l'imprudence de vous commettre. Et vous, Scheurer-Kestner, vous fûtes avec votre parent Jules Ferry l'auteur ou le copromoteur d'un autre mode de trahison. Vous avez travaillé, après la mort déplorable de Gambetta, à faire abandonner pour la vaine politique coloniale la politique de revanche, la seule honorable pour nous, la seule aussi qui put donner un peu d'unité à la France, divisée entre les factions. Enfin, Bernard Lazare, votre qualité de juif rend fort douteux votre attachement à la France, et vos professions d'anarchisme révolutionnaire établissent trop clairement que vous répugnez à toute idée de patrie. Vous ne sauriez prendre la parole dans cette affaire nationale. Un client que vous défendez tous les trois ne saurait être que suspect. Il est bien évident que si M. Charles Maurras, auteur de ce réquisitoire, avait mentionné M. Zola, il n'eût manqué de faire ressortir que l'auteur de Paris est fils d'Italien. Gaston Polonais à M. Émile Zola, le soir, 6 décembre 1897. Dans le ministère de la Révision Scheurer-Kestner, vous détenez, monsieur, le portefeuille de la littérature et à ce titre, vous êtes chargé des relations avec la presse. Ce matin encore, vous chargiez, la plume en arrêt, sur les feuilles dans lesquelles vous n'écrivez pas. Cette presse-là est, dites-vous, une presse en rut, une presse de tolérance, de mensonges, de diffamation. Naturellement, au milieu de cette fange, parmi cette boue, un seul journal surgit, honnête, admirable, vertueux, insoupçonnable. C'est celui dans les colonnes duquel bivouaquent les bataillons serrés de vos épithètes, l'armée opaque de vos pesantes indignations. Ah, vous étiez moins fier à certains moments, et le souci d'une réclame bien ordonnée vous mettait du miel au bout de cette plume qu'aujourd'hui vous trempez délibérément dans l'injure et dans la calomnie. Pourquoi faut-il donc que, par une fatalité singulière, votre talent soit toujours abreuvé aux sources les moins pures de notre patrimoine national? Vous avez touché à tout, et votre encre a taché les sujets que vous traitiez au lieu de les anoblir. Édifiant l'arbre généalogique des Rougon-Macquart, vous avez créé de toutes pièces une famille malsaine et méprisable, exemple de tous les vices, réceptacle de toutes les maladies, avec des héros alcooliques, des femmes défigurées, des vieillards gâteux, des jeunes filles équivoques et des collégiens bizarres, et vous avez dit « Voilà la France ». Chacun dans le cruel inventaire de votre prose a eu, comme on dit, son paquet. Pour la religion, vous avez fabriqué un lourd ridicule et sophistiqué, balayant les sentiments les plus respectueux de l'âme française sous l'avalanche de vos phrases. Dans votre terre, vous avez évoqué des paysans menteurs, paresseux et ivrognes. L'Assommoir nous a révélé des ouvriers, piliers de cabaret, assassins et voleurs. Dans la Curée, vous avez montré la bourgeoisie cultivant l'inceste comme une plante rare et précieuse, et votre débâcle a voulu souffleter l'armée comme une sorte de Sedan de bibliothèque. Comment s'étonner dès lors que la figure de Dreyfus vous ait tenté? Celui-là avait menti à son pays, vendu des documents à l'Allemagne, maculé son uniforme de la plus lâche des trahisons. Vous n'avez vu là, sans doute, qu'une figure intéressante à glisser dans vos documents humains, qu'un mannequin d'espèce rare à mettre en bonne place dans le salon carré de votre musée Tussaud d'horreur nationale. Non, monsieur, prenez-en votre parti, vous ne forcerez pas plus le sentiment national que vous n'avez forcé les portes de l'Académie. La presse que vous couvrez de vos projectiles a derrière elle et avec elle la France et son armée. Elle défend contre vous la justice et le droit. Elle maintient avec la complicité puissante de l'opinion l'infranchissable barrière qui se dresse à jamais entre le traître et le noble pays dont il a trahi la confiance. P. de L. Zola c'est tout, l'autorité, 6 décembre 1897. Il était inévitable que le roi des romanciers pufistes, Zola, puisqu'il faut l'appeler par son nom, interviendrait dans l'affaire Dreyfus. Partout où il y a scandale et malpropreté, Zola apparaît, car c'est un gaillard qui tire parti et profite de tout. Le psychologue Zola, qui déclare connaître la vérité, pourrait faire rendre la liberté aux réclusionnaires de l'île du diable. Mais le moment n'est pas encore venu, ce sera seulement au 100e mille qu'il se déboutonnera. Jean Alquier, Zola en colère, le peuple français, 7 décembre 1897.
Le côté lamentable en cette affaire est que l'écrivain, qui feint l'indignation contre l'état des mœurs actuelles, est le même qui, depuis 30 ans, déverse sur la France entière des tonneaux de purin. Le misérable, il ne s'est complu que dans la description des ignominies de la chair, et sous prétexte d'art, au lieu de discuter les grands problèmes qui agitent le cerveau humain, ne s'est préoccupé que des borborigmes qui travaillent les parties basses de l'individu. Gabriel Baume, Les imprécations de Zola, L'Autorité, 9 décembre 1897. Zola ne décolère plus. Les épithètes variées, d'immonde, d'infâme, de pourriture, s'accumulent dans sa bouche transformée en bouche d'égout collecteur. C'est au gouvernement et à la Chambre qu'il en veut maintenant. Les types de femelles caressés par Zola dans ses romans, Nana, la Mouquette, la Trouille et ce torchon d'Adèle pâlissent à côté de la Marianne républicaine dont il nous trousse les dessous si répugnants. Nana est morte dans la pourriture. Zola entasse le fumier pour y ensevelir Marianne. Laissons-le à son œuvre. Mais ce n'est pas sans rire qu'on peut contempler Zola, professeur de patriotisme, professeur de vertu, s'indignant contre l'amour de l'argent et la presse affamée de scandales, chez laquelle le souci du tirage remplace la conviction, la presse qui affole la France et travaille à sa décomposition. C'est trop d'audace chez un homme qui, plus qu'un autre, a contribué à démoraliser la foule, qui a prostitué son talent dans la fange, introduisant dans ses œuvres des épisodes sadiques, à seule fin du tirage, et qui a, pour ainsi dire, monnayé l'ordure. Félicien Pascal, La mentalité de M. Zola, Gil Blas, 10 décembre 1897. On avait la sensation, à la lecture des œuvres régulièrement successives de M. Zola, qu'il allait de plus en plus se fermant à l'atmosphère morale de son temps. Son intervention intempestive dans l'affaire Dreyfus a rendu éclatante la cause obscure de cette stérilité de son œuvre, obstinée et toujours forte. Sa mentalité n'est pas trempée aux mêmes sources que la nôtre. Sa sensibilité n'est pas de la même matière vibrante que notre sensibilité. Il exprime trop peu des alertes fiertés et des sursauts idéaux de l'âme française. C'est pourquoi, en une crise où toute la fierté de notre race s'insurgeait contre l'atteinte infligée à la réputation de clairvoyance et d'honneur des chefs de notre armée, M. Zola, trop docile à son instinct, s'est aveuglé un peu témérairement sur l'infaillibilité trop restreinte de son sentiment personnel et de ses lumières. C'est pourquoi, à mesure que l'entassement de son œuvre grandit, la solitude autour de lui étend sa marée plus vaste. Ce qui n'empêche pas que la bonne foi de M. Zola et son désintéressement en cette affaire demeurent hors de doute, autant que la vigueur coutumière de son talent. Camille Mauclerc, écrivain mais citoyen, l'Aurore, 13 décembre 1897. Pour être intervenu en tant qu'écrivain indépendant et citoyen libre d'exprimer son avis dans les affaires actuelles, M. Émile Zola est depuis quelques jours traîné dans la boue par des plumitifs de diverses basses-cours. Non seulement on l'affirme payé par un syndicat hypothétique, non seulement on l'accuse de chercher une réclame comme s'il n'en bénéficiait pas sous toutes les formes connues depuis des années, mais encore on découvre subitement que ses ouvrages ont corrompu le siècle. Étrange retour du destin. L'affaire Esterhazy nous suscite des moralistes parmi les gazetiers les plus tarés. Les amis du Ulan in partibus se voilent la face devant la Mouquette et répudient la débâcle. Les écrivains sont des citoyens, leur droit est de se mêler hautement de ce qui se passe, et nous prétendons, nous, qu'en cela, tout au moins, M. Zola ne sortit pas de son rôle, mais s'y maintint au contraire. On n'est pas obligé, parce qu'on a le goût de la langue purement française, de se désintéresser des affaires de son pays. Lucien Millevoye, Une cause perdue, La Patrie, 4 janvier 1898. Si Zola de Tarascon fait toujours son affaire, de la réhabilitation et de la délivrance de Dreyfus, nous devons charitablement le prévenir qu'il a grand tort de s'endormir. Car la cause de son intéressant protégé, perdue devant les premiers juges, qui prononcèrent à l'unanimité la terrible et flétrissante sentence, perdue devant l'opinion, perdue devant la Chambre, perdue devant le Sénat, perdu devant le général de Pellieux,
perdu devant le commandant Ravary, sera très vraisemblablement, dans quelques jours, perdu encore, et cette fois perdu sans appel possible à aucune juridiction nouvelle, devant le Conseil de guerre qui aura à s'occuper de ce scandale. Lucien Millevoye, la dernière de Zola, La Patrie, 14 janvier 1898. Je ne rêve pas. J'ai sous les yeux la lettre que M. Zola écrit ce matin au président de la République, s'il s'est rencontré un journal parisien pour la publier. Si le ridicule tue encore dans notre pays, ce journal en mourra. Les dernières limites de l'invraisemblable, de l'absurde, du grotesque sont dépassées. En recevant cette prodigieuse épître, le chef de l'État a dû s'abandonner à la plus franche hilarité. Monsieur Zola n'a rien à craindre, le rire des armes. Nous voilà tous désarmés. Nous ne demanderons même pas l'application de la loi sur les aliénés. Zola est fou, c'est certain, comme Scheurer est gâteux. Mais ni l'un ni l'autre ne nous paraissent dangereux. Cette affaire prenait décidément des aspects trop sombres. Les fronts se contractaient, les poings se crispaient. L'éclat de rire qui va retentir dans toute la France produira une heureuse détente. Il ne devra pas, cependant, nous faire oublier les responsabilités et les devoirs. Les manœuvres criminelles du syndicat ne resteront pas impunies. Et c'est de ce côté que nous obligerons les pouvoirs publics à tourner leurs investigations, à faire la lumière et la justice. Eugène Tavernier, La maladie de M. Zola, l'Univers, 14 janvier 1898. Aucune juridiction n'est compétente pour apprécier des actes de ce genre. Autrefois, la justice aurait pu rendre service à un tel écrivain, et par suite à la société en le frappant. Aujourd'hui, c'est la médecine seule qui peut intervenir pour enfermer cet immondice vivant. Du reste, l'opération sera facilitée par l'opinion publique, prise enfin de dégoût et qui repousse l'ignoble et ridicule Zola. Fernand Xau, Le Journal, 14 janvier 1898. On sait l'admiration que nous avons, au journal, pour le génie littéraire de l'écrivain dont nous publions en ce moment une des œuvres maîtresses. J'ai enfin pour l'homme une vive amitié, mais, et à cause de ces deux raisons mêmes, je tiens à dire, comme directeur du journal, que l'article qu'il vient de publier est une mauvaise action au point de vue patriotique et que le journal, fidèle à sa ligne de conduite, se doit à lui-même et doit à ses lecteurs de protester hautement contre des accusations injustifiables. Il est particulièrement regrettable et pénible de voir un homme de la conscience de Zola, un écrivain de sa valeur, se fourvoyer dans une campagne où l'homme et l'écrivain ne peuvent que compromettre la considération légitime dont il jouissait et qui ne saurait profiter qu'aux pires adversaires de l'armée et aux plus détestables ennemis de la France. Non signé, j'accuse, La Gazette de France, 14 janvier 1898. Voilà ce que les Juifs ont fait de ce malheureux Zola. Ils l'ont transformé de candidat maniaque à l'Académie en derviche tourneur. Il espère aller en cour d'assises. Est-ce bien là qu'il y aurait lieu de le conduire ? Ne serait-il pas plus juste de poursuivre Zadok Khan en détournement de romancier ? La frénésie de Zola montre les ravages de l'action des Juifs dans nos milieux français. J.B., Zola, Scheurer, Jaurès,
Lacroix, 15 janvier 1898. On a laissé envahir la France par la maçonnerie, que personnifie Zola, par le protestantisme, allié de la juiverie, que personnifie Scheurer-Kestner, par le socialisme révolutionnaire, que personnifie Jaurès. On a permis à Zola de railler nos croyances, d'outrager notre foi, de s'en prendre à notre Dieu même. On lui a permis de corrompre la jeunesse par des récits immondes, de saper la famille et de nier la patrie. Le mal est fait, ainsi qu'il en résulte du factum de cette jeunesse intellectuelle, qui, sans principe et sans foi, s'est trouvée sans force pour résister aux entraînements de Zola. Tous ces hommes, ignorants de ce qui s'est passé au Conseil de guerre de 1894, n'en protestent pas moins contre la violation des formes juridiques de ce procès, et n'en demandent pas moins la révision. Pourquoi la violation des formes juridiques ? Parce que Zola la dénonce. Pourquoi la révision du procès ? Parce que Zola la veut. Il ne croit pas en Dieu, mais il croit en Zola. Henri Rochefort, Zola martyr, l'intransigeant, 15 janvier 1898. Zola, qui connaît mieux que personne ses intérêts, n'aurait pas sollicité lui-même la faveur de comparaître en justice s'il n'avait pas compris tout l'avantage que lui procurera le changement de son rôle de jocrisse et de calomniateur en celui d'opprimé. Il a simplement tendu au ministère un piège dans lequel celui-ci est tombé. Mais si Zola était affolé par ses gaffes successives, Méline ne l'était pas moins par l'annonce de l'interpellation de Mune, qui menaçait d'écrabouiller le cabinet en même temps que le syndicat. Le pauvre président du Conseil est allé au plus pressé, et avec cette bravoure, dont il a déjà donné tant de preuves, il a sacrifié Zola à son portefeuille, sans réfléchir qu'il allait ainsi créer autour de l'ami du traître l'agitation habilement et ténébreusement entretenue autour du traître lui-même. Jean Alman, à Zola, l'Aurore, 16 janvier 1898. Citoyens, l'acte que vous venez de commettre vous honore d'autant que depuis un certain temps l'égoïsme paraît être devenu un culte et la platitude un principe. Rompant avec ce milieu, vous avez fait bon marché de votre quiétude, du trouble que votre intervention allait apporter dans vos travaux. Sans barguigner, vous avez craché aux puissances du jour les dures vérités qui les ont affolés. Au nom de l'avant-garde qui, depuis longtemps, fait tête à la meute qui se dispose à vous faire payer cher votre audace, je vous salue, convaincu que de plus autorisés vous salueront au nom de la science. Quant à moi, c'est au nom du travail et du socialisme révolutionnaire que je vous crie. Bravo et courage. Paul de Cassagnac, Les Deux Misérables, L'Autorité, 17 janvier 1898. L'œuvre sinistre des Scheurer et des Zola porte atteinte à tout ce qu'on aime, à tout ce qu'on respecte, à la justice, à l'honneur, à l'armée, à la patrie. C'est à l'île du diable à côté de lui, rivé à lui par un boulet comme les galériens jadis, qu'il faudrait pouvoir envoyer ces deux honnêtes gens. Leur place est ici. Édouard Drummond, finissez-en, La libre parole, 17 janvier 1898. J'accuse, pris isolément, n'est qu'une opinion. C'est une sale opinion exprimée salement. Je le reconnais, mais c'est une opinion, comme le malheureux vautré dans la fange du ruisseau est un homme, comme la vieille prostituée cuvant son absinthe ou son vin au coin d'une borne est une femme. Quant à moi, si j'étais juré, je n'hésiterais pas à acquitter Zola dans les conditions où il est poursuivi. Les anarchistes, pour lesquels Zola était implacable jadis, n'ont jamais écrit des choses aussi malpropres, mais ils en ont écrit de plus violentes. Ils ont traité nos officiers de brutes galonnés, d'assassins en uniforme, de gardes-chiourmes en épaulettes. Cela a-t-il troublé le pays ?
Ce qui est inouï, ce qui est effrayant, ce qui explique l'affolement qui commence à gagner la nation tout entière, qui remplit déjà la rue de tumulte, de vociférations et de huées, c'est la campagne, c'est le syndicat organisé. C'est l'audace effrénée de cette bande de juifs prétendant, à force d'outrage, faire capituler la justice militaire et la contraindre à réviser un arrêt qui, selon l'expression de Biot lui-même, a justement condamné un misérable qui livrait nos secrets à l'ennemi. Saviose, la liberté de conscience, La Fronde, 19 janvier 1898. Depuis qu'autour du puissant écrivain et à cause de sa courageuse attitude, hurlent ses envieux, gronde la meute des politiciens en quête de popularité, ironisent et mentent ceux qui en secret rêvent du dictateur toujours attendu, on peut juger de l'envergure de l'homme en voyant de combien de coudées il dépasse ses détracteurs. Jamais, pour ceux qui réfléchissent, pour ceux épris de vérité et de justice, l'auteur des Rougon-Macquart ne fut plus grand, plus admirable. Ce qui nous importe, c'est que si une injustice a eu lieu, si une infamie a été commise, tous les hommes, et même un homme de la valeur de Zola, puissent protester, en réclamer la réparation, sans être traduits devant les tribunaux, sans qu'une armée de gars de sauce, de galopins et d'imbéciles, conduits par quelques inconscients maniaques, aient le droit de troubler leur vie. Lucien Victor Meunier, Franchise, Le Rappel, 20 janvier 1898. À l'heure où nous sommes, chacun doit avoir son opinion faite, et l'ayant doit la dire. Car qui n'est pas pour nous est contre nous, qui n'est pas pour la révision est contre la lumière, contre la vérité. Quant à nous, dont quelques-uns, paraît-il, estiment excessive la violence, nous disons simplement qu'ennemis irréconciliables du gouvernement qui se tait ou qui ment, nous n'accorderons notre confiance, nous n'apporterons notre concours qu'au gouvernement qui dira tout. Lucien Millevoye, Avertissement, La Patrie, 28 janvier 1898. L'internationaliste qui, furieux de n'avoir pu forcer les portes de l'Académie française, a juré de faire retomber sur la France tout entière la vengeance de son orgueil blessé, le Vénitien, le triplicien Zola exprime ce matin, dans une lettre écrite au ministre de la Guerre, son désir bien arrêté d'étendre et de compléter le scandale. Il reproduit textuellement les injures ignobles qu'il a adressées nominativement au chef de l'armée et aux membres des deux conseils de guerre. Il demande un débat public sur ce qu'il appelle ses accusations. Il entend qu'il lui soit permis de déchirer et de souiller le drapeau tricolore en plein prétoire, comme ses dignes acolytes l'ont déjà fait à la salle du Tivoli Vaux Hall. Il se propose avant tout de prendre devant le jury la défense du traître et de transformer son banc d'accusés en tribune retentissante d'où il réclamera la révision du procès Dreyfus. Si le gouvernement ne se décide pas, avant le procès, à braver les menaces du syndicat, à l'accabler par une déclaration ou par une publication décisive, il court au-devant de complications intérieures et extérieures, qui peuvent compromettre non seulement l'unité nationale, l'ordre social, mais la paix de l'Europe. Sigismond Lacroix, Contre la loi, le radical, 29 janvier 1898. Monsieur Méline croit avoir pris toutes ses précautions. D'un article de 750 lignes, où il n'y a pas une ligne qui ne contienne une accusation précise, il détache 15 lignes pour les soumettre au jury. Dans un article où tout se tient, où les accusations de la fin sont expliquées, justifiées par celles du commencement, il découpe savamment quelques passages, non les plus graves de tous, et il entend obliger l'auteur à restreindre sa preuve, parce qu'il lui a plu, à lui, de restreindre sa poursuite. Monsieur Méline refuse d'appliquer la loi, il préfère laisser peser sur des généraux, des officiers supérieurs, des juges militaires les accusations les plus graves.
Il ne veut permettre ni à l'accusation de prouver la vérité de ses assertions, ni aux inculpés de se défendre. Pour étouffer une fois de plus un débat qu'il redoute, il oublie que les accusations formulées par un homme de la taille de M. Zola ne disparaîtront pas tant qu'il n'aura pas été mis en demeure de les appuyer par des preuves. Les officiers, les soldats qui ont lu la lettre de M. Zola se souviendront de ce qu'il a écrit. Ils se souviendront aussi qu'on n'a pas osé le poursuivre, ou que, le poursuivant à contre-cœur, on aura fait tout au monde pour l'empêcher de faire sa preuve. Et ils se diront, et le peuple dira avec eux, qu'on a eu peur de ce qu'ils pouvaient prouver. Restreindre, gêner, interdire malgré la loi la preuve de la diffamation, ce n'est pas défendre les honneurs des diffamés, c'est légitimer contre eux tous les soupçons. Henri Rochefort, aide pécuniaire, l'intransigeant, 29 janvier 1898. Nous n'avons cessé de répéter ici même que l'intervention de Zola dans la campagne Dreyfus était une simple et vulgaire réclame de la librairie. Il a pesé les dangers auxquels il s'exposait en prenant violemment parti dans cette bagarre, et les bénéfices littéraires ou financiers qu'il devait en retirer. Et, son choix étant fait, il a adressé à M. Félix Faure la lettre où il accuse tout le monde. Vous, moi, n'importe qui, de forfaiture, de mensonges et de faux. Mais en s'avançant aussi témérairement, il savait mieux que personne le peu qu'il risquait. Maurice Barrès, La protestation des intellectuels, Le Journal, 1er février 1898. Si France est le plus gentil des Français que ses désillusions patriotiques ont jeté dans l'irritation, Zola, c'est une toute autre affaire. Il ne souffre pas de voir trop clair dans l'atmosphère française, il s'y agite sans rien y voir. Et c'est fatal, profondément par ses racines, il n'est pas un Français. Les esprits perspicaces l'ont toujours senti, et France précisément a bien marqué à plusieurs reprises ce qu'il y a d'étranger, voire d'antinational, dans le talent du maître des Rougon-Macquart. Nous sommes plusieurs qui, profondément attachés à la littérature traditionnelle, au génie national, logique et nuancé, avons toujours répugné aux qualités exotiques de ce grand travailleur. J'ai trop le respect de mes aînés qui sont bons ouvriers et je sais trop bien ce qu'il en coûte de mettre debout une œuvre pour altérer, fût-ce dans cette bagarre, et quand lui-même traite de canaille tous ceux qui ne partagent pas ses illusions, la figure de M. Zola. Il ne s'agit pas de savoir s'il se croit un Français, je ne fais pas le procès de ses intentions, qui d'ailleurs importent peu. Sa volonté, ses professions de foi sont des éléments négligeables dans une analyse sérieuse. Nous ne tenons pas nos idées, nos sentiments, de la nationalité que nous adoptons. Parce que son père et la série de ses ancêtres sont des Vénitiens, Émile Zola pense peut-être en vénitien. Si la France est le lieu où Zola a conquis son immense notoriété littéraire, il a pourtant toute sa vie été en combat avec l'opinion publique. Cela tient à son amour incontestable des bagarres, mais surtout au fait qu'il n'est pas adapté à notre milieu. Il pense différemment de nous. Continuellement, il nous heurte. Peu d'hommes depuis 20 ans ont été plus vilipendés par la presse et par les salons. L'Académie lui préfère des subalternes. En dépit de ses satisfactions de vente, il a pu se sentir comme un paria dans notre pays. Et s'il a l'oreille fine, il entend plutôt haro que bravo. Enfin, La débâcle, l'un de ses plus vigoureux romans où il raconte, d'un point de vue plus humain que français, la guerre de 1870, a profondément froissé le monde militaire. L'écrivain, plus d'une fois, a pu souffrir d'une hostilité qui ne s'exprimait pas toujours avec les moyens que je préfère, justement un homme de cabinet. Toutes les professions ont leur susceptibilité, elles les témoignent à leur manière. M. Zola prit en dégoût profond la manière militaire. Il devait saisir à la première occasion de dire leurs faits à des officiers.
Et comme il a sa bravoure professionnelle lui aussi, il s'entêtera, bien moins soucieux du fond de l'affaire que de son allure propre, sourd à des susceptibilités que son âme étrangère ne ressent pas, excité par un atavisme que notre âme nationale ignore, et bien décidé à prolonger, comme un tonnerre vengeur sur la France, le bruit de cette casserole qu'il s'est attaché, et qui pour lui, depuis 20 ans, est le bruit de la gloire. Mark Twain, interview au New York Herald, reproduite dans l'Aurore, 1er février 1899. C'est une grande figure que celle de Zola combattant seul son splendide combat pour sauver les restes de l'honneur de la France. Je suis pénétré pour lui du plus profond respect et d'une admiration qui ne connaît pas de bornes. Des cours ecclésiastiques et militaires, composés de lâches, d'hypocrites et de flatteurs du temps présent, on peut en produire 1 million chaque année. Et il y aura du reste. Il faut 5 siècles pour produire une Jeanne d'Arc ou un Zola. Pierre Bertrand, Passionnons les débats, les droits de l'homme, 3 février 1898. Monsieur Émile Zola mériterait encore d'être loué, même s'il y avait eu moins de courage et de dévouement dans son entreprise, même s'il n'avait pas fait à l'esprit de justice de difficiles sacrifices, même si l'injurieux esprit de M. Barrès ne s'était efforcé de le diminuer, uniquement pour avoir passionné les débats. Il se traînait avant son intervention dans une sorte d'indifférence torpide et turpitude que troublaient seulement quelques voix fières et quelques organes métalliques. Et pas plus qu'on ne parlait, on agissait. D'une part, tandis qu'il suffisait à l'ignorante foule d'entendre certains salariés clamer des convictions dont elle ignorait le prix. De l'autre, l'élite se satisfaisait hautainement, et un peu lointainement, d'affirmer ses principes, les principes éternels du droit. Bref, on ne dépassait qu'à peine le ton des habituelles polémiques. On ne s'injuriait que du bout des lèvres, on ne se fâchait presque pas. Le pays semblait ne point comprendre l'importance capitale de la question posée devant lui. D'une heure à l'autre, tout changea. C'était presque le sommeil, c'est presque la guerre, mais ce sommeil était mortel, et cette guerre sera féconde, car elle se livre pour la justice. Gaston Méry, Huysmans et Zola, La libre parole, 4 février 1898. J'étais allé trouver Huysmans pour causer avec lui de son beau livre qui vient de paraître, La cathédrale. Tout à coup, le nom de Zola tomba dans la conversation. Il s'est imaginé que lorsque lui, Zola, disait « Dreyfus est innocent », toute la France répondrait « Amen ». Je suis persuadé que l'effet a été tout opposé. Des hommes qui n'avaient jamais réfléchi sur le cas du traître et qui peut-être se seraient laissés aller à douter de sa culpabilité, si l'on leur avait montré quelque apparence de preuve, ont été tellement surpris de la misère des arguments présentés que, bien loin de croire à l'innocence du condamné, ils se sont mis à suspecter la bonne foi de ses défenseurs. Je ne nie pas, pour ma part, la bonne foi de Zola. Je trouve qu'en faisant ce qu'il a fait, contre Lourdes et contre l'armée, il a été imbécile parce qu'il a été contre son but. Comment expliquez-vous alors son intervention ? J'y vois des causes diverses. D'abord, Zola est anticlérical. Ensuite, Zola s'est toujours incliné devant les puissances de l'argent. Et voilà 2 autres raisons. Zola s'est mis du côté des Juifs par haine de l'Église et par amour pour le veau d'or. On pourrait trouver à son acte quelque autre mobile, mais ce serait encore dans les mêmes sentiments qu'ils auraient leurs racines. L'orgueil de Zola est démesuré. Obsédé qu'il est que, depuis la mort de Victor Hugo, il est le plus gros bonhomme de la littérature française, il a dû se dire que du moment qu'il parlerait, sa voix couvrirait celle du pays tout entier. Paul Brula, Appel aux écrivains, La Lumière, 7 février 1898. Que chacun, par la plume ou par la parole, fasse entendre le cri de sa conscience. L'écrivain ne doit point se réfugier dans le culte exclusif de son art, quand sont en jeu les grands intérêts de l'humanité. C'est surtout à lui qu'incombe la grande tâche d'ennoblir la société, de rechercher la vérité et de faire œuvre de progrès. Nos pères nous donnèrent l'exemple, ils furent les précurseurs de la Révolution,
ils eurent la gloire de créer un état nouveau de l'humanité. Émile Zola continue aujourd'hui la grande tradition. Nous avons tous le devoir de le soutenir, de le revendiquer avec courage et fierté, comme l'un des nôtres, de combattre à ses côtés. Levons-nous pour réclamer la lumière, pour défendre le droit, pour sauvegarder les conquêtes de l'esprit national, pour barrer la route au despotisme militaire dont nous sommes menacés. Émile Zola nous donne l'exemple qu'enseignèrent aussi Voltaire, Rousseau, Victor Hugo. Suivons-le, suivons nos pères qui ont élevé la profession d'écrivain à la hauteur d'une mission humaine et sociale.